Dans un premier temps, j'aimerais bien savoir en apprendre un peu plus sur toi, donc j'aimerais bien que tu te présentes si c'est possible. Donc je suis chargée de mission Natura 2000 au parc naturel régional Normandie-Maine et donc je suis en charge d'animer 3 sites Natura 2000 sur le territoire, surtout sur la partie Normandie et dans le département de l'Orne. Dont ce site qui est réparti en 5 entités en fait, sur le territoire. Il s'étend à peu près sur 1400 hectares et là on est sur l'entité des Landes de Montméré qui font à peu près 180 hectares au total. Alors ce site est un terrain du parc depuis 2003, propriété du parc. Alors l'historique c'était que c'était une préemption en fait de la SAFER à l'époque à titre environnemental pour éviter un projet de décharge et donc avec des subventions de l'Adréal Normandie et de la région, le site a été acheté et confié au parc. En fait, il est maintenant propriété du parc. Donc ce site abrite en fait des habitats assez remarquables de la directive européenne qui sont ciblés dans le site Natura 2000. Depuis peu, on a aussi repéré la présence du damier de la Suxise, qui est une autre espèce d'intérêt européen et qui est protégée au niveau national et qui est un enjeu très fort pour le site Natura 2000. Et en plus de ça, c'est un site de reproduction pour l'espèce. Donc une espèce qui est devenue rare et menacée de par la disparition de son habitat. Cette espèce étant un enjeu assez fort pour le site, ça nous permet de justifier nos financements pour les actions à suivre si on veut faire de la gestion. Il faut vraiment qu'on montre l'importance de l'enjeu qu'il y a sur le site pour pouvoir valider ces crédits pour faire des travaux. Et du fait que les financements soient justement très orientés, comment faire pour avoir des financements qui soient orientés vers ce site en valorisant justement le fait qu'il y ait le damier, c'est ça ? Alors ça c'est tout mon travail que je fais au quotidien avec les autres partenaires que sont là les services de l'État, donc la direction départementale des territoires et l'Adréal, où là l'objectif c'est eux qui vont valider les crédits et la région aussi. Donc là c'est les inventaires qui sont aussi validés. On fait des études, des rapports pour montrer l'importance des cartes. C'est aussi la révision du document d'objectif, qui est un document de planification pour le site Natura 2000. Et donc c'est là qu'on montre vraiment l'état de conservation de la population, sa présence au sein du site, et puis de cibler et d'orienter vraiment et de prioriser les actions à mettre en œuvre ensuite. Donc souvent les menaces qui pèsent sur cette espèce sont donc ici pour le coup la plantation de résineux ou sinon l'intensification des pratiques agricoles avec la disparition en fait de son habitat par le changement des pratiques, l'apport de nitrates, d'azote en fait sur les prairies qui font disparaître les plantes dont il a besoin pour se développer. Et puis comme son nom l'indique, l'espèce qui l'affectionne pour son développement, c'est la Suxise des prés, donc qu'on voit là actuellement en feuilles. Et c'est très important pour son cycle et surtout pour le développement de la chenille de l'espèce. Et ensuite, ça va être d'orienter un peu cette gestion. Donc ce qui est privilégié, c'est évidemment pas la fauche, puisque ce papillon a un cycle très particulier. Donc il va pondre ses œufs, donc on va dire entre juin et juillet. Et ensuite, les chenilles vont se développer à partir de fin juillet, août. Et jusqu'à l'année d'après, donc jusqu'à l'émergence, puisqu'on les voit encore là et nous sommes en mai. Et la petite particularité, c'est qu'elles vont tisser une toile communautaire ensemble jusqu'au début de l'hiver. Donc cette toile communautaire est très fragile, donc la fauche n'est pas du tout une pratique qui est acceptable pour l'espèce. Et ensuite le pâturage, on va plutôt privilégier un pâturage bovin et plutôt extensif avec un chargement pas trop important parce que sinon ça pareil, ça va déstructurer le sol et puis les chenilles vont pas apprécier. Pourquoi bovin ? Parce que les ovins ont tendance à manger très ras
et donc ça ne favorise pas ce type de végétation. C'est un papillon quand même particulier, il aime une végétation assez haute avec des espèces qui ne sont pas récoltées, vous voyez. Donc le pâturage va sélectionner ça de façon extensive et donc c'est une gestion intéressante. L'abandon aussi des pratiques agricoles qui est aussi une menace finalement, puisque les ligneux et donc tout ce qui va être aubépine, prunelier ou genêt va gagner le milieu et au bout d'un moment le damier va plus retrouver sa plante haute, la succise qui a besoin de lumière. D'accord. Donc on a quand même besoin aussi de l'activité agricole pour maintenir ces sites. Alors, ce site, il est géré par le parc, mais ensuite, la population de damiers de la Succise ne se situe pas que sur ce secteur-là. Elle se situe majoritairement sur la lande de Goux, donc sur la vallée de la Canse, où là, on a plusieurs secteurs avec des partenaires, notamment le Conservatoire des espaces naturels, qui a des sites en convention avec des propriétaires. On travaille aussi avec le ministère de la Défense, puisqu'il y a un site qui appartient au ministère et donc du coup on travaille avec ces différents partenaires et avec les exploitants agricoles aussi de ces secteurs. Ensuite les inventaires en fait sont réalisés donc de façon différente. Au début, on s'intéressait beaucoup au nid de la chenille, à la période plutôt donc septembre pour ces inventaires-là. Ensuite, on a beaucoup travaillé avec le lycée agricole de C pour avoir le maximum de personnes pour faire ces inventaires, puisque c'est vrai qu'ils sont quand même sur plusieurs secteurs, donc c'est pas évident d'être au même endroit tous en même temps. Donc plus de personnes, c'est vrai qu'avec les classes, on a fait plusieurs types de projets. Et donc ce qui est aussi important, et ce qui nous paraît maintenant très important, c'est pas de savoir que là où il y a des nids, puisque ça nous permet de savoir que le papillon se reproduit sur ce secteur, mais aussi de savoir la répartition de la plante hôte. Et ça a été très intéressant pour nous. Donc ça, c'était une carte qui a été réalisée en 2011 aussi par les étudiants du lycée, avec divers projets aussi qui se sont succédés. Mais cette carte est vraiment très importante puisque ça nous permet de recroiser ensuite avec le type de milieu où potentiellement on peut avoir le papillon sur les marges de la forêt des Couves et où potentiellement il peut se reproduire. Les inventaires qui ont été faits, c'était donc la Succise et les nids communautaires jusqu'à maintenant. Et depuis cette année, une étude sur la dispersion du papillon. Et donc on a suivi en même temps là, toute l'émergence. Et donc on attend cette émergence pour pouvoir faire une méthode qu'on n'a jamais fait encore ici, qui est la capture, marquage, recapture, qu'on appelle CMR. Donc là, il s'agit de marquer les papillons donc sur l'aile postérieure avec un code qui va les identifier. Et ensuite d'aller les recapturer pour voir jusqu'où ils se dispersent, donc au sein d'un même site déjà, et puis aussi sur les sites un peu satellites autour. Donc là on s'est concentré sur le secteur qui comporte le plus de données sur les nids communautaires, qui sont donc les terrains militaires, qui font une 60aine d'hectares. Et ensuite on va se concentrer sur la vallée de la Canse, la lande de Goux. Comment tu définis tes stations pour attraper le papillon ? Alors, les stations sont définies en fonction donc, des secteurs où on a observé le plus de succise. Donc là, on utilise bien la carte de répartition de la succise des prés. Également là où on a inventorié le plus de nids communautaires. Donc ce seront vraiment ces secteurs-là où majoritairement il y aura des émergences. Alors parce que c'est une méthode qui est quand même assez fastidieuse, faut quand même marquer chaque individu. Donc on ne peut pas venir sur chaque site. Alors, on est très dépendant aussi de la météo, puisque le papillon va voler. Là aujourd'hui, ça pourrait être un moment où il vole, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de vent non plus. Et donc ça va être avec un ensoleillement assez important. Comme la chenille, c'est pareil, elle va se montrer que quand on a un ensoleillement important. Entre 11h jusqu'à 16-17h, après ça va dépendre des conditions. Et la technique du marquage est une technique à reproduire sur plusieurs années pour aussi voir vraiment l'évolution des populations.
pour réaliser l'inventaire justement de cette capture, marquage, recapture, comment on s'y prend? Donc déjà, il y a tout un travail de bibliographie sur le cycle de l'espèce pour savoir à quelle période l'espèce va vraiment émerger, toutes les phases du cycle. C'est également une bibliographie sur une synthèse sur tout ce qu'on a comme données avant de préparer cette technique. Donc là où il y a le plus de nids communautaires, là on aura forcément le plus d'imagots qui sortiront. Et ensuite, donc, ça va être préparer la technique précise de capture. Donc, quel matériel? Donc là, ça va être surtout déjà des filets à papillons. Ensuite, donc, ce fameux feutre sans solvant spécifique pour marquer les papillons. La période donc, de l'inventaire qui va être ciblée donc, là sur le mois de juin, quand il va pleuvoir toute la journée avec du vent. Là, ça sert à rien de sortir, donc il vaut mieux reporter, puisque ce sont des sorties qui ne valent pas le coup, puisqu'on ne verra rien. Donc ensuite, la fenêtre vraiment du marquage, ça va s'étaler donc de fin mai jusqu'à mi-juillet, puisque le papillon fait qu'une seule émergence. Après, c'est d'arriver à essayer de marquer le maximum d'individus. Alors là, on va essayer de faire effectivement un marquage individualisé et essayer de voir entre le mâle et la femelle, ce qui n'est pas forcément très évident chez cette espèce. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de date pour en fait savoir quand est-ce que le papillon sort, mais est-ce qu'il y a aussi des horaires à respecter Oui, donc ça va être où il y a le plus d'ensoleillement dans la journée. Donc pendant cette période-là, on peut dire qu'à partir de 11h le matin jusqu'à, comme je disais, 16h, on est sur une fenêtre là assez la plus intéressante quoi, pour capturer ces papillons qui vont voler pendant les heures les plus chaudes. Du coup, déjà ça va être se répartir sur les différents secteurs parce qu'on ne va pas rester en troupe. Je dirais qu'il faut être deux entre celui qui note et celui qui va marquer, quoi. Il faut préparer son terrain aussi parce qu'il faut qu'on ait les codes et les fiches pour pas qu'on mette les mêmes codes sur les mêmes secteurs. On s'est entraîné sur des papillons retrouvés morts, premièrement, pour savoir où est-ce qu'on allait faire les points. Parce qu'au début, on se dit sur quelle aile. Et finalement, quand on voit que le papillon, il a les ailes fermées plus souvent. Et donc, c'est l'aile postérieure. Et ensuite, on s'est entraîné un petit peu sur d'autres espèces qui ne sont pas en voie de disparition et qui ne sont pas menacées et pas protégées surtout, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Ouais. Le but c'est de ne pas trouer les ailes, donc il ne faut vraiment pas appuyer beaucoup avec ces feutres, il faut juste appuyer légèrement. C'est un filet à papillons, donc c'est un filet à insectes comme les enfants peuvent avoir, mais pour adultes. Ce ne sont pas des filets qui sont posés, c'est nous qui le manipulons pour attraper l'espèce. Donc on la laisse dans le filet. On fait le marquage donc avec un feutre à travers le filet sur l'aile et ensuite on note bien donc, les caractéristiques de l'espèce, donc il y a une fiche par espèce, par individu je veux dire, et ensuite on relâche l'individu sur le même secteur. Sur les zones où il n'y avait pas beaucoup d'émergence, on va un peu plus vite et on fait plutôt on balaye davantage, enfin moins je veux dire justement. Et il y en a d'autres alors comme qu'ici on a une attention vraiment plus particulière où on fait vraiment des rangées quoi. C'est aussi l'autre côté, on a la zone du bosquet où là on fait pas de transect mais on se balade dans la majorité de la parcelle quoi. Et s'il y avait davantage de végétation, il y avait plus de buissons, est-ce que votre parcours serait le même ou pas? Alors non, parce que dès qu'il y a des zones d'ombre, là par exemple le long de la haie, c'est une zone qu'on ne fait pas à ras de la clôture parce que là ça sert à rien. Surtout quand il y a beaucoup de soleil parce que là on sait que le papillon va rester vraiment sur les zones ensoleillées. Vous parliez de journée ensoleillée, quelles sont les conditions idéales pour justement la prospection? 100% de soleil, plus de 20 degrés de température et pas de vent. Ah, il sort. Alors c'est C. Donc là c'est un individu qui aurait été marqué ici. Donc il a fait tout ce trajet. Et là on est là aujourd'hui. On est juste en haut de la parcelle là. Ça c'est la feuille pour les recaptures.
En fait, c'est là-dessus que je note toutes les recaptures. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu fais ce que tu notes justement sur cette feuille-là? Sur cette feuille-là, donc toujours la date, la parcelle sur laquelle on se trouve, le numéro de l'individu. Parce que en fait, ici, il y a chaque individu qui est recensé à son propre numéro. Bah voilà, donc là en fait, ça c'est l'aile postérieure gauche, parce qu'on prend toujours la gauche, pour que ce soit plus, pour tous les individus soit pareil. Donc là, ça fait A, B, C, D, E, F. G comprend en fait les deux bandes blanches, les deux dernières, parce qu'en fait elles sont tellement petites, notamment sur les mâles, que autant les rassembler parce que sinon ça serait pas assez visible de faire un marquage différencié. Ah, il gigote beaucoup celui-là. Bon, alors parfois ils font le mort, du coup ils tombent comme ça au fond du filet. Et là c'est plus pratique pour les marquer? Bah non, parce qu'il faut aller, comme ils sont dans la végétation, il faut les faire remonter et c'est moins pratique. Voilà, alors moi je les coince entre les deux parties du filet comme ça pour pas qu'ils bougent. Donc là, couleur rose, parce qu'on est dans le secteur rose. C'est ça. Normalement, il se met pas autant dans la végétation, lui, c'est vraiment qu'il a décidé de m'embêter. Il faut arriver à ce que... en général, ils ont toujours les ailes quand même refermées, donc ça va. Ouais. Il faut arriver à le tourner sur le côté du filet, côté gauche, quoi. Là, on veut le marquer. Sans lui casser les ailes. C'est arrivé? Non. Là on y va très délicatement justement pour éviter tout problème, et si je commence à pas pouvoir le prendre comme je veux, j'attends un peu qu'il se calme. Ou qu'il se positionne mieux, ou que je puisse mieux l'attraper. Déjà c'est un papillon qui est protégé, donc il faut une autorisation spéciale pour le manipuler. Alors il y a toujours un risque dès qu'on va suivre une espèce et la manipuler. Alors le risque de mortalité là il va être vraiment très très réduit parce qu'on va le laisser dans le filet et puis on marque avec un feutre une marque très précise où il n'y a pas de solvant, donc le papillon repart sans problème. On va essayer de réduire au plus la manipulation et le risque. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de capture, marquage, recapture. Et tu as aussi parlé d'autorisation pour ces captures. Comment on obtient clairement ces autorisations ? Alors, pour l'autorisation de manipulation d'espèces protégées, donc c'est une demande à faire à l'autorité environnementale qui est l'ADREAL. Et donc ensuite, cette autorisation est délivrée sous à peu près 2 mois pour une période précise. Après, on a aussi l'autorisation de venir sur des sites, avoir les autorisations des propriétaires, notamment avec le ministère de la Défense. C'est tout un protocole finalement pour avoir des autorisations sur des périodes bien précises. Ce sera le nombre d'individus marqués déjà, je pense que ça va permettre d'avoir ce paramètre, et ensuite le nombre d'individus finalement recapturés, et après ce sera toute une analyse via des logiciels assez spécifiques sur la dynamique de population, et donc là ce sera une analyse de ces données ensuite qui vont nous permettre de qualifier cet inventaire. Une saison de marquage n'est pas forcément suffisante pour arriver à des réponses sur la dispersion du papillon d'un site à un autre, parce qu'on a des sites qui sont quand même assez écartés. Oui, d'une connaissance sur comment mettre en œuvre un protocole, ça c'est très clair, comment adapter un protocole. C'est comment faire ces recherches bibliographiques, comment les synthétiser, et faire toute la synthèse aussi des données que nous avions au parc. Et il y a aussi la connaissance du site. Si on prend juste la préparation, je pense qu'il y a autant de préparation finalement avec la recherche bibliographique, tout ça, les autorisations, que de périodes de terrain. Et après, si on prend ensuite le recueil des données et l'analyse, finalement il y a quand même plus de temps de passer au bureau, je pense. Ce qui a été assez intéressant, c'est finalement de préparer pour la capture et le marquage, là, de préparer toute cette phase pour voir où est-ce qu'elles en sont, effectivement, à quel stade elles sont, à quel moment elles sont sorties de leur toile. Et on a pu je pense constater beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Au tout départ, on pensait dans la biblio qu'elle passait tout l'hiver en toile communautaire. Ça, c'est maintenant faux. En fait, elle ferait une sorte de cocon beaucoup plus
important avec des feuilles pour passer l'hiver et les inondations, parce qu'on est sur des prairies qui là commencent à s'assécher mais qui sont quand même assez mouilleuses. Et du coup, ensuite, c'est de voir le moment où elles vont sortir de ce cocon. Donc là, elles ont encore cet instinct un peu grégaire de se regrouper, et puis après, elles s'individualisent. Et la recherche de chenilles, c'est prenant, parce que quand elles s'individualisent, c'est pas toujours... ça casse un peu le dos. Et puis ensuite, toutes ces capacités d'analyse des données, parce que ça, c'est pas non plus évident. C'est une compétence à part entière, et de pouvoir faire parler aussi ces données, parce que ça, c'est pas toujours évident, l'interprétation. Et du coup, si tu devais reproduire cette méthode sur un autre site, imaginons en haute montagne, est-ce qu'il y aurait des paramètres que tu changerais ou... Oui, puisque là, en fait, l'objectif, ça a été de prendre un protocole qui était quand même existant, qui a déjà été effectué, mais de l'adapter précisément au site. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de paramètres qui changent, notamment comme on disait sur les conditions météorologiques, et l'émergence ne se fera pas du tout à la même période, et finalement la fenêtre sera aussi beaucoup plus courte. Donc là, peut-être qu'il y aurait besoin de plus de personnes parce que ça serait beaucoup plus difficile. Et puis, il faudrait aussi sûrement décaler certaines périodes parce que l'émergence risque d'être plus vraiment dans l'été. Donc on a vraiment des dates d'émergence qui sont différentes en fonction de toutes ces conditions météo qui n'ont pas lieu que en ce moment, mais qui ont eu lieu en fait depuis que la chenille a éclos, puisqu'en fait elle se met au ralenti quand la météo n'est pas favorable, elle se réactive dès que les températures augmentent.